c'est bien pour vous la neige, quoi. On est bien dans le... Donc, on avait fini... on avait fini sur une citation de Simone de Beauvoir. On disait Simone de Beauvoir, il y a des sales bails. Effectivement, c'est important de le rappeler. Cependant, il y a des trucs qu'elle a dit qui sont pas complètement cons. Mais il est important de ne pas l'ériger au statut d'icône. Comme personne, de toute façon. Hein. Et donc, le dernier chapitre s'appelait Porno sorcière, et celui que l'on va aborder là maintenant tout de suite s'appelle King Kong Girl. Alors, on se dit, attention, c'est quasi le titre du bouquin, donc de quoi va-t-elle nous parler ? Alors, c'est parti. La version de King Kong réalisée par Peter Jackson en 2005, putain, 2005 déjà ? Il y a 20 ans. Le King Kong 2, ah ouais, mais je me rappelle. Je me rappelle des pubs et tout. Ouais. Bon. Commence au début du siècle dernier. En même temps qu'on construit l'Amérique industrielle moderne, on dit adieu aux vieilles formes de divertissement. Le théâtre burlesque, la troupe solidaire, on se prépare aux formes d'entertainment et de contrôle moderne, le cinéma et le porno. C'était pas bien ? Est-ce que je l'ai vu ? C'était avec... J'ai plus son nom. Alors, Charlize Theron. C'était pas elle. Naomi Watts ? Charlize Theron. Naomi Watts. Elle a pas joué dans un... Naomi Watts, en fait. Ah, c'est ça ? Non, Charlize Theron, elle jouait dans Un gorille dans la brume ou quoi ? C'était pas ça le... Il y avait eu Naomi Watts, pas pour la blague, ouais. Il y avait eu 2 films avec des gorilles et des blondes. À peu près au même moment, en plus, il me semble. C'est celui dans lequel King Kong fait du karaté contre un T-Rex. Ah ouais ? Ok. Bonsoir Maximum Camembert, incroyable, quelle entrée en matière, finalement. Ça, c'est Predator. Ah, Sigourney, gorille dans la brume. Mais alors, attends, il y a pas eu un truc ? Oui, non, c'est ça, mais il y a pas eu un truc avec des gorilles et Charlize Theron ? Respookisy. Congo. Mighty Joe Young. Alors, c'est peut-être ça. Mon ami Joe. Ah ouais, c'est ça, en fait. Rien à voir. Mais du coup, quand même, j'ai associé. Une meuf, des gorilles. Hop. Donc voilà. Et ça devait être à peu près... Il y a un gorille sur la fiche. Et ça devait être à peu près à la même époque. 98. Oui, donc 98-2005. Ça se joue à quelques années près, mais bonsoir Fiansouk. Ok, très bien. Bon, bref. Blast from the past encore. C'est vraiment... Il y a des thématiques qui me lâchent pas en ce moment. Un metteur en scène mégalomane et menteur, un homme de cinéma embarque une femme blonde sur un bateau. Elle est la seule femme à bord. L'île qui les intéresse s'appelle Skull Island. Elle n'existe pas sur les cartes, car nul n'en est jamais revenu. Peuplade primitive, créature fétale, petite fille aux cheveux noirs emmêlés, vieille femme menaçante, édentée, hurle sous une pluie diluvienne. Il kidnappe la femme blonde pour en faire l'offrande à King Kong. Il l'attache à une vieille femme... Attends, non. Il l'attache, virgule. Une vieille femme lui met un collier avant de la livrer au gros singe. C'est là... bizarre comme binôme. Comment ça, ils attachent la blonde à la vieille? C'est... un sandwich de femme. On sait pas, peut-être que... Human Centipede. Laissez-moi faire des remakes à un moment donné. Les humains précédents, parés de ce collier, se sont tous fait croquer, tels des petits cubes apéritifs. Il n'y a pas le droit de dire apéricube, vraisemblablement. Ce King Kong n'a ni bite, ni couille, ni sein. Aucune scène ne permet de lui attribuer un genre. Il n'est ni mâle ni femelle. Il est juste poilu et noir. Herbivore et contemplative, cette créature a le sens de l'humour et la démonstration de puissance. Entre Kong et la blonde, il n'y a aucune scène de séduction érotique. La belle et la bête s'apprivoisent et se protègent, sont sensuellement tendres l'une avec l'autre, mais de façon non sexuée.
L'île est peuplée de créatures qui ne sont ni mâles ni femelles. Chenilles monstrueuses aux tentacules visqueux et pénétrants, mais moites et roses comme des chattes de femmes, larves à tête de bite, qui s'ouvrent et deviennent des vagins dentés qui croquent les têtes des gars de l'équipage. D'autres font appel à une iconographie plus genrée, mais relevant du domaine de la sexualité polymorphe. Araignées velues et brontosaures gris et identiques, comparables à une horde de spermatozoïdes lourdingues. Je pense que je ne l'ai pas vu parce que ça me dit rien. Mais du coup, vu la description, l'entrée en matière de camembert fait plus sens. King Kong, ici, fonctionne comme la métaphore d'une sexualité d'avant la distinction des genres, telle qu'imposée politiquement autour de la fin du XIXe siècle. King Kong est au-delà de la femelle et au-delà du mâle. Il est à la charnière entre homme et animal, adulte et enfant, bon et méchant, primitif et civilisé, blanc et noir. Hybride avant l'obligation du binaire. L'île de ce film est la possibilité d'une forme de sexualité polymorphe et hyper puissante, ce que le cinéma veut capturer, exhiber, dénaturer, puis exterminer. Sa description est clairement uniquement dans sa tête. Moi, je l'ai pas vu, donc j'avoue que... ça me dit rien. Des chenilles moites et roses comme des chattes? Non? Anyone? Je sais pas, parce que là... Et des larves à tête de bite qui croquent les têtes de l'équipage. Écoutez, elle a dû voir un remake. Elle aussi, elle a pas vu le film avec Naomi Watts, du coup, pour le coup. Elle en a vu un autre. Mais enfin, Virginie, il faut pas se droguer avant de regarder les films. Ou alors, après, tu fais pas un résumé, quoi. Quand l'homme vient la chercher, la femme hésite à le suivre. Il veut la sauver, la ramener dans la ville, dans l'hétérosexualité hyper normée. La belle sait qu'elle est en sécurité auprès de King Kong. Mais elle sait aussi qu'il faudra quitter sa large paume rassurante pour aller chez les hommes et s'y débrouiller seule. Elle décide de suivre celui qui vient la chercher, la délivrer de la sécurité et la ramener dans la ville où elle sera de nouveau menacée de toutes parts. Au ralenti, gros plan sur les yeux de la blonde quand elle comprend qu'elle a été utilisée. Elle n'a servi qu'à capturer l'animal. L'animal. Alors à la base, elle avait mis animal sans E et là, elle met animal E. Un petit erreur de téléchargement. Rien ne peut être rose dans ce film, puisque tous les effets spéciaux rendent le film gris-marron dégueu. Putain, mais faut qu'on le mette au débrief, en fait, du coup, pour le regarder et essayer de voir où elle a vu les bites et les chattes. Qu'à trahir son allié, sa protectrice. Ce avec quoi elle avait des affinités. Son choix de l'hétérosexualité et de la vie en ville, c'est le choix de sacrifier ce qui en elle est hirsute, puissant. Ce qui en elle rit en se frappant la poitrine, ce qui règne sur l'île. Quelque chose devait être offert en sacrifice. King Kong est ensuite enchaîné, exhibé dans New York. Il faut qu'elle terrorise les foules, mais que les chaînes soient solides, que les masses puissent être domptées en retour, comme dans la pornographie. On veut toucher le bestial de près, frémir, mais on ne veut pas de dégâts collatéraux. Il y aura des dégâts, car la bête échappée au montreur, comme dans le spectacle. Ça n'est pas la récupération du sexe ou de la violence qui pose problème aujourd'hui, mais au contraire l'irrécupérabilité des notions dont on s'est servi dans le spectacle. Violence et sexe ne sont pas domesticables par la représentation. Je vois elle veut venir, mais je trouve que c'est un peu... chercher la petite bête. Mais je trouve ça chouette par contre qu'elle genre King Kong au féminin. Dans la ville, King Kong écrase tout sur son passage. La civilisation qu'on voyait se construire au début du film se détruit en très peu de temps. Cette force qu'on n'a voulu ni apprivoiser, ni respecter, ni laisser là où elle était, est trop grande pour la ville qu'elle écrabouille rien qu'en marchant, avec une grande tranquillité. La bête cherche sa blonde. Pour une scène qui n'est pas érotique, mais relève plutôt de l'enfance, je te tiendrai dans ma main et nous patinerons ensemble, comme pour une valse. Et tu riras comme un enfant dans un manège enchanté. Il n'y a pas ici de séduction érotique, mais un rapport sensuel évident, ludique, où la force ne fixe pas de domination. King Kong ou le chaos d'avant les genres. Encore plus quand t'as vu le film. Ce serait vraiment pas l'œuvre que j'aurais choisie pour baser ma réflexion. Après, je trouve que effectivement, y a un truc. Après, faire des parallèles avec la
avec l'hétérosexualité et tout, j'accueille. Je veux voir où ça va. Puis les hommes en uniforme, le politique, l'État interviennent pour tuer la bête, grimper en haut des buildings, se battre avec des avions qui sont comme des moustiques. C'est leur nombre qui permet d'abattre la bête et de laisser la blonde seule, prête à épouser le héros. Le réalisateur, yeux écarquillés devant le corps de l'animal, photographié comme un trophée. Les avions n'y sont pour rien. C'est la belle qui a tué la bête. Une parole de réalisateur, mensongère. La belle n'a pas choisi de tuer la bête. La belle a refusé de participer au spectacle. Elle est venue à sa rencontre dès qu'elle a su qu'elle se libérait. Elle s'est amusée dans sa main quand il fallait glisser sur les eaux glacées du parc. Elle l'a suivi jusqu'au sommet où elle s'est fait massacrer. Ensuite alors, la belle a suivi son beau. La belle n'a pu empêcher les hommes ni de ramener la bête, ni de la tuer. Elle se met sous la protection du plus désirant, du plus fort, du plus adapté. Elle est coupée de sa puissance fondamentale. C'est notre monde moderne. Quand j'arrive à Paris en 93, de la féminité, je n'ai que quelques accessoires qui ont une utilité professionnelle. Dès l'instant que je renonce à faire des clients, je retrouve anorak, jeans, chaussures plates et peu de maquillage. Le punk rock, c'est un exercice d'éclatement des codes établis, notamment concernant les genres, ne serait-ce que parce qu'on s'éloigne physiquement des critères de beauté classiques. Quand je suis internée à 15 ans, le psychiatre me demande pourquoi je m'enlaidis à ce point. Je le trouve chier de me demander ça, vu que moi, avec mon pétard rouge, mes lèvres peintes en noir, mon pétard rouge, pétard pour moi c'est un cul, mais du coup, voilà. Mes lèvres peintes en noir, mes collants dentelles blanches et mes énormes rangers, je me trouve follement chic. Il insiste. Est-ce que j'ai peur d'être laide ? Il dit que j'ai pourtant de beaux yeux. Je comprends pas de quoi il me parle. Est-ce qu'il se trouve sexy, lui, dans son costard pourri et 4 cheveux de robe sur le caillou ? Cheveux ? Ah ouais, c'est ça. Peut-être les cheveux en pétard, ouais. Parce que moi, tu me dis mon pétard, j'imagine vraiment le cul. Mais voilà. Je me dis c'est peut-être part d'une mini-jupe, mais voilà. Être queponne, c'est forcément réinventer la féminité puisqu'il s'agit de traîner dehors, taper la manche, vomir de la bière, sniffer de l'alcool jusqu'à rester les bras en croix, se faire embarquer, pogoter, tenir l'alcool, se mettre à la guitare, avoir le crâne rasé, rentrer fracassé tous les soirs, sauter partout pendant les concerts, chanter à tue-tête en voiture, les fenêtres ouvertes, des hymnes hyper masculins, t'intéresser de près au foot, faire des manifs en portant la cagoule et voulant en découdre. Et tout le monde te fout la paix. Il y aura même plein de mecs pour trouver ça formidable, être de bons amis et ne pas chercher à être recadré. C'est tout le concept du punk, ne pas faire comme on vous dit de faire. Avec la police, c'est pareil qu'avec le psychiatre, garde à vue, un inspecteur compatissant. Je suis plus jolie que je ne le crois. Pourquoi je mène la vie que je mène ? Il me la fera souvent, celle-là. Alors que je ne me plains de rien, auprès de personne. Être jolie, à quoi ça me servirait ? Vu que je ne me sens pas douée pour ça et que mes stratégies pour compenser le truc fonctionnent au-delà de toutes mes attentes. J'étais chaleureuse avec les garçons et ils me le rendaient gentiment, dans l'ensemble. À Lyon, je me coupe les cheveux super courts, on m'appelle monsieur dans les boulangeries et au tabac, ça ne me fait ni chaud ni froid. Les réflexions sont rares. Arrête de fumer ta clope comme un mec. La plupart du temps, culture underground, privilégiée, à l'écart, on me fout une paire royale. Ça doit se voir que ça me va très bien comme ça. C'est le punk rock, c'est chez moi. Ça ne va durer qu'un temps. Je dirais pantalon, moi. Ben, on saura jamais. Après, elle parle de collant en dentelle, donc je suis pas sûre que ça pourrait être sous le pantalon, mais... En 93, je publie Baise-moi, premier papier, dans Polar. Un papier de mec, 3 pages. De réassignation. C'est pas que le bouquin ne soit pas bon selon ses critères qui dérangent le bonhomme du livre, en fait, il ne parle pas. C'est que je sois une fille qui mette en scène des filles comme ça, et sans se poser de questions, puisqu'il est un homme, il a selon lui évidemment le droit de me signaler ce qui m'est permis selon la bienséance telle qu'il l'a définie. Il vient me dire, cet inconnu, et le dire publiquement, je n'ai pas à faire ça. On s'en fout du livre, c'est mon sexe qui compte. On s'en fout de qui je suis, d'où je sors, de ce qui me convient, de qui va me lire, de la culture punk rock. Papy intervient, 6 ans en main, et il va me la rectifier, ma bite mentale. Il va s'en occuper des filles comme moi. Et de citer Renoir, les films devaient être faits par des jolies femmes montrant de jolies choses. Ça me fera au moins une idée de titre. Sur le coup, c'est tellement grotesque que je rigole.
C'est par la suite que je change de ton, quand je réalise qu'on me tombe dessus de tous les côtés en ne s'occupant que de ça. C'est une fille, une fille, une fille. J'ai une chatte en travers de la gueule. Je m'étais pas encore beaucoup confrontée au monde des adultes, encore moins des adultes normaux. Ça va me surprendre pour un moment. Comment ils sont nombreux à savoir distinguer ce qui se fait de ce qui se fait pas quand on est une fille dans la ville. Quand vous devenez une fille publique, on vous tombe dessus de toutes parts, d'une façon particulière. Mais il ne faut pas s'en plaindre, c'est mal vu. Il faut avoir de l'humour, de la distance, et les couilles bien accrochées pour encaisser. Toutes ces discussions pour savoir si j'avais le droit de dire ce que je disais. Une femme, mon sexe, mon physique, dans tous les articles, plutôt gentiment d'ailleurs. Non, on ne décrit pas un auteur homme comme on le fait pour une femme. Personne n'a éprouvé le besoin d'écrire que Houellebecq était beau. S'il avait été une femme et qu'autant d'hommes aient aimé ses livres, ils auraient écrit qu'il était beau, ou pas. Mais on aurait connu leurs sentiments sur la question. Et on aurait cherché dans 9 articles sur 10 à lui régler son compte et à expliquer dans le détail ce qui faisait que cet homme était aussi malheureux sexuellement. On lui aurait fait savoir que c'était sa faute, qu'il ne s'y prenait pas correctement, qu'il ne pouvait pas se plaindre de quoi que ce soit. On se serait foutu de lui au passage. Non mais t'as vu ta gueule ? On aurait été extraordinairement violent avec lui, si en tant que femme, il avait dit du sexe et de l'amour avec les hommes ce que lui dit du sexe et de l'amour avec les femmes. À talent équivalent, ça n'aurait pas été le même traitement. Ne pas aimer les femmes chez un homme, c'est une attitude. Ne pas aimer les hommes chez une femme, c'est une pathologie. Une femme qui ne serait pas très séduisante et viendrait se plaindre de ce que les hommes sont infoutus de bien la faire jouir, on en entendrait parler de son physique et de sa vie familiale, dans les détails les plus sordides, et de ses complexes et de ses problèmes. Ce n'est pas par hasard que toutes les bonnes femmes, ou presque, passé un certain âge, aspirent surtout à ne pas trop faire de vagues. Qu'on ne vienne pas nous expliquer que c'est une question de caractère ou de nature, qu'on n'aime pas provoquer, et que nous, notre truc, c'est plutôt la maison et les enfants. Faut voir ce qu'on prend dès qu'on dit un peu quelque chose. Même le plus fou furieux mec du hip-hop n'est pas maltraité comme une femme. Pourtant, on sait ce que les blancs pensent des noirs. Il n'y a pas pire qu'être une femme jugée par des mecs. Tous les coups sont permis, à commencer par les plus crades. On n'aime même pas des étrangères, on est sous-titré, tout le temps, parce qu'on ne sait pas ce qu'on a à dire. On ne le sait pas aussi bien que les mâles dominants, qui sont habitués depuis des siècles à écrire des livres sur la question de notre féminité et de ce qu'elle implique. Ah, on a gros Virginie. Bah, elle a bien raison. Elle a bien raison. Poulet-toi on fire. C'est à cette époque que je découvre, consternée, que n'importe quel connard doté d'un sgeg se sent le droit de parler au nom de tous les hommes, de la virilité, du peuple des guerriers, des seigneurs, des dominants, et conséquemment le droit de me donner des leçons de féminité. On s'en fout que le type mesure 1m50, soit plus large que haut, n'ait jamais fait preuve d'aucune masculinité, jamais, en rien. Il en est. Et moi, je suis de l'autre sexe. Y a que moi que ça effare qu'on me remette systématiquement à ma place de femelle. On ne me compare qu'à d'autres femmes, Marie Darrieussecq, Amélie Nothomb, Laurette Nobécourt. Qu'importe, pourvu qu'on ait environ le même âge, et surtout qu'on soit du même sexe. J'en prends pour une ration double de condescendance amusée en tant que femme. Vexation supplémentaire, rappel à l'ordre, mes fréquentations, mes sorties, mes dépenses, où j'habite, sous surveillance, de toutes sortes, une fille. Puis il y a le film, interdiction, la vraie censure évidemment, ne passe pas par les textes de loi. C'est plutôt un conseil qu'on te donne, et on s'assure qu'il t'arrive bien. Il faut donc interdire que 3 hardeuses et une ex-pute s'occupent de faire un film sur le viol. Même à petit budget, même un film de genre, même sur le mode parodique. C'est important. À croire qu'on menace la sécurité de l'État. Pas de film sur une tournante où les victimes ne larmoient pas avec le nez qui coule sur des épaules d'hommes qui les vengeront. Pas de ça. Soutien limite unanime de la presse, leur fameux droit de dire non. Moi et les 3 autres du film, toujours représentés comme voulant uniquement faire de l'argent. Évidemment. Pas besoin de voir le film pour savoir ce qu'il faut en penser. Si des filles touchent au sexe, c'est pour voler l'argent des honnêtes hommes. Salope. Sinon, bien sûr, on aurait fait un film avec des prairies et des toutous qui y gambadent, un film avec des femmes qui s'occupent de séduire des hommes. On n'aurait pas fait de film du tout, d'ailleurs. On serait resté à nos places. Salope, forcément. Le corps de Karen à la une. Normal. Salope. N'importe qui a le droit de vendre du papier avec son ventre puisqu'elle a voulu le montrer. Salope. Et une ministre de la Culture, une femme de cette gauche-là, la gauche subtile, déclare qu'un artiste devrait se sentir responsable de ce qu'il montre.
Ce n'est pas aux hommes de se sentir responsables quand ils se mettent à trois pour violer une fille. Ce n'est pas aux hommes de se sentir responsables quand ils vont aux putes sans faire voter les lois pour qu'elles puissent bosser tranquillement. Ce n'est pas à la société de se sentir responsable quand à longueur de film, on voit des femmes dans le rôle de victimes des violences les plus atroces. C'est à nous de nous sentir responsables, de ce qui nous arrive, de refuser d'en crever, de vouloir faire avec, de l'ouvrir. On la connaît bien, cette rengaine, celle qui fait qu'on devrait se sentir responsable de ce qui arrive. Dans elle, une imbécile quelconque, chroniquant un autre livre sur le viol, sans le moindre rapport avec le mien, souligne la dignité du propos, se sent obligée de l'opposer au vagissement que je produis. Je ne suis pas assez silencieuse comme victime. Ça mérite qu'on le signale dans un journal féminin. C'est un conseil aux lectrices. Le viol, d'accord, c'est triste, mais doucement sur les vagissements, mesdames. Pas assez digne. Je t'emmerde. Dans Paris Match, même méthode pour dire à la fille montant qu'on préfère qu'elle se taise. Une autre imbécile souligne la classe d'une Marilyn Monroe qui, elle, a su être une bonne victime. Comprenez, douce, sexy, gardant le silence. Sachant la fermer, sa grande gueule, alors qu'on la faisait tourner à quatre pattes dans des partous glauques. Conseil de femmes entre elles. Le morceau de choix. Cachez vos plaies, mesdames. Elles pourraient gêner le tortionnaire. Être une victime digne, c'est-à-dire qui sait se taire. La parole toujours confisquée. Dangereuse, on l'aura compris. Dérangeant le repos de qui ? Quel avantage tirons-nous de notre situation, qui vaille qu'on collabore si activement ? Pourquoi les mères encouragent-elles les petits garçons à faire du bruit alors qu'elles enseignent aux filles de se taire ? Pourquoi continue-t-on de valoriser un fils qui se fait remarquer quand on fait honte à une fille qui se démarque ? Pourquoi apprendre aux petites la docilité, la coquetterie et les sournoiseries quand on fait savoir aux gamins mâles qu'ils sont là pour exiger, que le monde est fait pour eux, qu'ils sont là pour décider et choisir ? Qu'y a-t-il de si bénéfique pour les femmes dans cette façon dont les choses se passent qui vaille qu'on y aille si doucement dans les coups que nous portons ? C'est que celles d'entre nous qui occupent les meilleures places sont celles qui ont fait alliance avec les puissants. Les plus capables de se taire quand elles sont trompées, de rester quand elles sont bafouées, de flatter les égos des hommes. Les plus capables de composer avec la domination masculine sont évidemment celles qui sont au bon poste, puisque ce sont encore eux qui admettent ou excluent les femmes des fonctions de pouvoir. Les plus coquettes, les plus charmantes, les plus amicales avec les hommes. Les femmes qu'on entend s'exprimer sont celles qui savent faire avec eux, de préférence celles qui pensent le féminisme comme une cause secondaire, de luxe. Celles qui vont prendre la tête avec ça. Et plutôt les femmes les plus présentables, puisque notre qualité première reste d'être agréable. Les femmes de pouvoir sont les alliés des hommes, celles d'entre nous qui savent le mieux courber l'échine et sourire sous la domination. Prétendre que ça ne fait même pas mal. Les autres, les furieuses, les moches, les fortes têtes sont asphyxiées, écartées, annulées, non grata dans le gratin. Moi, j'aime José Dayan. Je ronronne de plaisir chaque fois que je la vois à la télé. Bon, alors il y a eu des bails depuis sur José Dayan, mais bon. Encore une fois, bon, il y a des trucs qui n'ont pas très bien vieilli. Parce que le reste du temps, même les romancières, les journalistes, les sportives, les chanteuses, les présidentes de boîtes, les productrices, toutes les bonnes femmes qu'on voit se sentent obligées de jouer un petit décolleté, une paire de boucles d'oreilles, les cheveux bien coiffés, preuve de féminité, gage de docilité. José Dayan, c'est une réalisatrice, mais il me semble qu'elle a été un peu impliquée dans la couverture de certaines agressions et qu'elle-même aurait effectivement fait subir des violences à des personnes avec qui elle avait travaillé. J'ai plus exactement les bails en tête, mais attends, si je regarde rapidement. Moi, voilà, bon, déjà par exemple, elle a émis des doutes concernant Gérard Depardieu. Mais oui, a priori, elle a aussi été un peu insultante avec un gamin sur un tournage et tout. Enfin bon, bref, ça a l'air d'être quelqu'un de... Bon, voilà. Je sais pas la teneur des bails, mais bon, il y a des trucs pas terribles quand même, quoi. Bon, voilà, mais tout ça est assez récent finalement, donc... à l'époque, je pense que c'était pas ça... Il me semble que José Dayan est lesbienne, mais je suis pas sûre. Donc peut-être que c'est aussi pour ça que Virginie Despentes l'évoque. Mais j'arrive pas à savoir
si c'était déjà su à l'époque. Bon, bref, Ah, Wikipédia dit que oui, voilà. Donc je pense que c'est aussi ça qu'elle évoque, tu vois, là-dedans. Je sais pas si sur la page Wikipédia, il y a un truc genre controverse ou tu vois, qui en dit un peu plus, mais voilà quoi. Le syndrome de l'otage qui s'identifie à son geôlier, on connaît. C'est comme ça qu'on finit par se fliquer les unes les autres pour se juger à travers les yeux de qui nous boucle à triple tour. Elle a pas eu une histoire avec Catherine Lara, peut-être. Juste sur Gérard Depardieu, ok. Bon. Voilà. Peut-être Catherine Lara, je ne sais pas. Je suis là que ce diamant. Encore une fois, elle passe en concert bientôt à Rennes. Hein. Je vais être obligée d'aller la voir. Je vais demander une place. J'attendais d'ailleurs dans le colis de surprise vendredi. Je me suis dit, bon... Non, pas du tout. Je pense que je serais bien emmerdée parce que je connais 2 chansons et c'est tout. Parce qu'à un moment donné, je pense que je me sentirais un peu seule. Aux alentours de mes 30 ans, quand j'ai arrêté de boire, j'ai vu des analystes, des guérisseurs, des mages. Ils n'avaient pas grand-chose en commun. À part que ces hommes, plusieurs fois m'ont insisté « Faudrait que vous vous réconciliez avec votre féminité. » J'ai chaque fois répondu la même chose spontanément. « Ouais, j'ai pas d'enfant, mais... » Et chaque fois, j'ai été interrompue. On ne me parlait pas maternité. On me parlait féminité. 3e colis pour Dolly, let's go! Je suis trop heureuse d'avoir découvert cette chanson ici. Écoute, ça me fait trop plaisir. Je sais que Malex s'ambiance de ouf aussi à chaque fois. Elle est bien cette chanson. Bah, elle est rythmée, hein. Donc on me parlait féminité. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Je n'ai pas obtenu de réponse claire. Ma féminité, je suis pas contrariante, moi. En fait, surtout si on me dit à plusieurs reprises avec beaucoup de conviction et une bienveillance évidente. J'ai donc cherché à comprendre. Sincèrement. De quoi je manquais? J'avais l'impression de tout dire, de ne pas chercher à être plutôt comme ci que comme ça, de me laisser être trop sans trop de retenue. La féminité, qu'est-ce que c'était? Les circonstances dans lesquelles j'ai vu ces thérapeutes étaient toujours privilégiées. J'étais plutôt douce et calme. Je ne suis pas brute à plein temps. Je suis plutôt timide, en retrait. Depuis que je ne bois plus, on ne peut pas dire que je fasse beaucoup de bruit dans l'ensemble. Bien sûr, des fois, je craque et je pars en vrille. De façon pas très féminine, je le confirme, et souvent efficace, comme par hasard. Mais en l'espèce, il ne me parlait ni d'agitation ni d'agressivité. Il parlait de féminité, sans détailler. Je me suis creusé la tête. Est-ce qu'il s'agissait d'être moins impressionnante, plus rassurante, plus abordable, peut-être? Bon, ça, même en le voulant, ça va être difficile. C'est un gag à la longue d'être la fille qui fait baise-moi. Parfois, c'est simple, j'ai l'impression d'être Bruce Lee. Quand il racontait dans des interviews que, tout le temps, les mecs venaient lui taper sur l'épaule pour le provoquer en duel. Il voulait montrer à tout le monde qu'ils étaient tellement forts. Il s'était fait Bruce Lee. Moi, c'est les tocards à petites bites du coin, qui se sentent obligés de me défier, pour montrer à leurs copains comment ils ont osé venir me remettre à ma place. Je vais pas rentrer dans les détails, décrire comment ça se passe quand les types en question comprennent que les meufs qu'ils aimeraient serrer préfèrent toutes coucher avec moi. Ça les rend super agressifs. Qu'est-ce que j'y peux, moi? S'ils ont autant de sex appeal qu'une vieille R5 toute rouillée. Ils imaginent sans doute que si je n'existais pas, ils en auraient des plus grosses. Pas la peine de trop en débattre. De toute façon, que ça soit moi ou une autre, de ce point de vue, c'est la même. Ça n'est jamais assez. Quoi que tu fasses, c'est toujours trop pour un crétin local. Et il faut qu'il intervienne. Tâche de te ramener dans les rangs. Plus un type manque de qualité virile, plus il est vigilant sur ce que font les femmes. Et à l'inverse, plus un bonhomme a d'assurance, mieux il supporte la diversité d'attitudes chez les filles et leur masculinité. Après, je sais pas si je suis d'accord avec ces considérations virilistes, mais ça me fait penser à un pote qui est très grand et il attire systématiquement la provocation des glandus qui veulent se prouver quelque chose. Ah ouais? Juste il est pas particulièrement balèze, il est juste grand. C'est trop bizarre, hein? Parce que ces questions de virilité, là, c'est pareil. Ça a aussi assez mal vieilli, notamment à cause du masculinisme qu'on a évoqué à la dernière lecture. Et ça, je pense que peut-être qu'à l'époque, c'était un peu différent. Mais bon. Je sais pas si je suis... je sais pas si je suis d'accord sur le fait que... Tu vois, un type manque de qualité virile. Qu'est-ce qu'elle entend par qualité virile en plus, quoi? Ouais, c'est assez essentialiste et assez essentialisant. Et surtout, encore une fois, définit qualité virile, quoi.
Est-ce qu'elle parle de muscles? Est-ce qu'elle parle de poils? Est-ce qu'elle parle de carrure, de charisme? Et tout ça, c'est des trucs qui... Enfin, tu reproches pas à des gens de manquer de qualité. Parce que du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu les as ou tu les as pas, et tant pis pour toi, quoi. Grand et un peu balèze, ok. Avborg Björnsson, bah, j'ai pas la ref. Mais bon, j'imagine que Björnsson... c'est bizarre. Donc à la Mars, plus un bonhomme a d'assurance, mieux il supporte la diversité d'attitudes chez les filles et leur masculinité. Bon, alors en plus c'est pareil, la masculinité féminine, enfin tu sais, genre masculin, féminin, bon bref. C'est pourquoi on n'est jamais aussi vertement et strictement rappelé à l'ordre qu'en arrivant chez les nantis, là où la masculinité ne va pas du tout de soi chez les mâles, et les femelles sont privilégiées, priées de la jouer hyper soumise. Ouais, je trouve ça un peu redondant son truc de mâle, femelle, virilité, machin, voilà quoi. Ça pour le coup. Quant à la télé, consterné, il passe en boucle des images de Happy Slapping, un gamin qui met une trempe à une fille qu'il dépasse de 2 bornes... Attends, Happy Slapping? Un gamin qui met une trempe à une fille qu'il dépasse de 2 bonnes têtes et de facile 15 kilos, en se faisant filmer par un pote pour ensuite frimer devant d'autres mecs. On nous montre ça pour nous dire, ces musulmans, fils de parents polygames, ils n'ont aucun respect de la femme, on n'en peut plus. Bon, attends, ça vous dit quelque chose, vous? Happy Slapping? Ça m'a... Sauf que c'est exactement ce que vous faites dans un tiers de la littérature masculine blanche. Racontez comment vous profitez de vos statuts de dominants pour abuser de gamines que vous choisissez parmi les plus faibles. Racontez comment vous les trompez, les baisez, les humiliez. Pour vous faire admirer par vos potes, du triomphe à bon frais. Ce serait tellement plus marrant si le gamin du portable allait péter la gueule à un type qui ferait 4 têtes de plus que lui. Ça serait tellement plus marrant si vous en preniez aux plus féroces du troupeau et aux femmes les plus revêches. Mais ça n'est pas ce qui vous motive. Du triomphe à bon frais, de la force de faible. Dans un tiers de la production cinématographique blanche contemporaine, regardez ce que l'on fait aux filles. Triomphe de lâche. C'est qu'il faut rassurer les hommes, ça passe par là. Is it a kink? Je sais pas trop, ouais. C'était une mode il y a 15-20 ans. Choper quelqu'un en lui mettant des tartes par surprise et filmer ça. Oh ouais, bah putain. L'internet d'il y a 20 ans, de toute façon, c'était compliqué. Hein. Après plusieurs années de bonnes, loyales et sincères investigations, j'en ai quand même déduit que la féminité, c'est la putasserie. L'art de la servilité. On peut appeler ça séduction et en faire un machin glamour. Ça n'est un sport de haut niveau que dans très peu de cas. Massivement, c'est juste prendre l'habitude de se comporter en inférieur. Entrer dans une pièce, regarder s'il y a des hommes, vouloir leur plaire, ne pas parler trop fort, ne pas s'exprimer sur un ton catégorique, ne pas s'asseoir en écartant les jambes pour être bien assise, ne pas s'exprimer sur un ton autoritaire, ne pas parler d'argent, ne pas vouloir prendre le pouvoir, ne pas vouloir occuper un poste d'autorité, ne pas chercher le prestige, ne pas rire trop fort, ne pas être soi-même trop marrante. Plaire aux hommes est un art compliqué qui demande qu'on gomme tout ce qui relève du domaine de la puissance. Pendant ce temps, les hommes, en tout cas ceux de mon âge et plus, n'ont pas de corps, pas d'âge, pas de corpulence. N'importe quel connard rougi à l'alcool, chauve, à gros bide et look pourri pourra se permettre des réflexions sur le physique des filles, des réflexions désagréables s'il ne les trouve pas assez pimpantes ou des remarques dégueulasses s'il est mécontent de ne pas pouvoir les sauter. Le gros bide n'était pas nécessaire. Il y a quand même des petits points grossophobes, pas folles, selon moi, mais bon. Ce sont les avantages de son sexe. La chaudasserie la plus pathétique, les hommes veulent nous la refourguer comme sympathique et pulsionnelle. Mais c'est rare d'être Bukowski. La plupart du temps, c'est juste des tocards lambda. Comme si moi, parce que j'ai un vagin, je me croyais bonne comme Greta Garbo. Être complexée, voilà qui est féminin. Effacée, bien écoutée, ne pas trop briller intellectuellement. Juste assez cultivée pour comprendre ce qu'un bel âtre a à raconter. Bavarder est féminin. Tout ce qui ne laisse pas de traces, ce qui est domestique, se refait tous les jours, ne porte pas de nom. Pas les grands discours, pas les grands livres, pas les grandes choses. Les petites choses, mignonnes, féminines. Mais boire, viril. Avoir des potes, viril. Faire le pitre, viril. Gagner plein de thunes, viril. Avoir une grosse voiture, viril. Se tenir n'importe comment, viril. Ricaner en fumant des joints, viril. Avoir l'esprit de compétition, viril. Être agressif, viril. Vouloir baiser avec plein de monde, viril. Répondre avec brutalité à quelque chose qui vous menace, viril. Ne pas prendre le temps de s'arranger le matin, viril. Porter des fringues parce qu'elles sont pratiques, viril.
Tout ce qui est marrant à faire est viril. Tout ce qui permet de survivre est viril. Tout ce qui fait gagner du terrain est viril. Ça n'a pas tellement changé en 40 ans. La seule avancée notoire, c'est que maintenant, on peut les entretenir. Parce que le travail alimentaire, c'est trop contraignant pour les hommes, qui sont des artistes, des penseurs, des personnages complexes et terriblement fragiles. Le SMIC, c'est plutôt aux femmes de le gagner. Évidemment, en prime, il faudra comprendre que ça puisse les rendre violents ou désagréables d'être entretenus. Si on croit que c'est facile, quand on est de la race des grands chasseurs, de ne pas être celui qui ramène la nourriture au foyer. Les hommes, c'est cool, on passe notre temps à les comprendre. Car le désespoir grandiose, lui aussi, a un sexe. Nous, ce qu'on pratique, c'est le gémissement plaintif. Je suis pas toujours complètement en accord. Enfin, en fait, je crois que c'est son usage du mot viril, mais je crois que je vois quand même qu'il y a je suis d'accord sur certains trucs et pas complètement sur la forme, mais bon. Je dis pas qu'être une femme est en soi une contrainte pénible. Il y en a qui font ça très bien, c'est l'obligation qui est dégradante. Les grandes séductrices, évidemment, c'est le top du hip-hop en matière de divinité locale. Patineuse artistique aussi, c'est classe. On nous demande pas d'être toute patineuse pour autant. Et cuillère aussi, ça a son charme. On te ramène pas une selle et un cheval du moment que tu veux exister. Ça, j'ai pas compris, mais... Reportage sur une chaîne d'infos du câble, un documentaire sur les filles de banlieue. Plus exactement, sur les inquiétantes pertes de féminité. On voit 3 gamines à bonne tête, jurées comme des charretiers, et l'une d'entre elles tente d'attraper je ne sais qui dans une cage d'escalier dans l'espoir de lui mettre une trempe. Quartier désolé, jeunesse désœuvrée, des gosses qui savent qu'ils n'auront probablement pas plus de chance que leurs parents, c'est-à-dire que dalle. Ces images toujours un peu troubles, pour quelqu'un de mon âge, d'une France qui est devenue un pays du quart-monde. Une pauvreté extrême, jouxtant le luxe le plus indécent. Coucou Kitty, glisse-toi donc, ouais. J'ai compris, écuyère. Patineuse ou cuillère. Choisis ta destinée. C'est vraiment entre les deux. Hein. Voilà. Ce qui inquiète les commentateurs, et ils le disent sans rigoler, c'est que ces filles ne portent jamais de jupe. Et qu'elles parlent mal. Ça les surprend. Ils sont sincères. Ils s'imaginent tranquilles que les filles naissent dans des sortes de roses virtuelles et qu'elles devraient devenir des créatures douces et paisibles. Même plongées dans un milieu hostile où il vaut mieux savoir jouer du coup de boule pour exister au minimum. Les femmes devraient s'occuper de jolies choses en arrosant des fleurs et en chantonnant tout doucement. C'est vraiment tout ce qui les inquiète dans ce qu'ils ont filmé. Ces femmes ne ressemblent pas aux femmes des beaux quartiers, aux gosses des magazines, aux filles des grandes écoles. Le journaliste qui a écrit ce commentaire a l'impression que c'est naturel d'être une femme comme celle qui les entoure. Que cette féminité n'a pas de race, pas de classe, n'est pas construite politiquement. Il croit que si on laisse les femmes être ce qu'elles doivent être naturellement, de la manière poétique la plus admirable, elles deviennent comme les femmes qui travaillent et dînent autour de lui, des bourgeoises blanches bien comme il faut. Ça par contre c'est vrai, je pense. Là je suis assez d'accord. Ouais, je comprends ce qu'elle veut dire, mais elle le dit pas bien. Bah, en tout cas, moi, elle le dit pas... Enfin, bon, voilà, quoi. Ouais. Grosse passion équitation dans la grille, visiblement, vu qu'on comprend pas quand on parle des cuillères. Ouais, c'est ça, on comprend ce qu'on veut. Hein. En fait, ce qui est bizarre, c'est que des phrases avec lesquelles je suis pas d'accord côtoient, dans la même page, des trucs avec lesquels je suis très d'accord. Mais c'est cool, tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est pas un problème, hein. C'est pas seulement ma nature profonde dans ce qu'elle avait de différent, de brutal, d'agressif, de puissant que j'ai commencé à mater. C'est aussi ma classe sociale que j'ai appris à renier. Ce n'a pas été une décision consciente, plutôt un calcul de survie sociale, limiter les mouvements, physiquement, préférer les gestes doux, ralentir la diction, privilégier ce qui ne fait pas peur, devenir blonde, refaire mes dents, me mettre en couple avec un homme plus vieux, plus riche, plus connu. Elle était en couple avec qui ? Avec qui ? Vouloir un enfant, faire comme ils font, avoir le scandale du film. Après le scandale du film, me fondre un peu dans le décor, le temps de voir, arrêter de boire. Autant pour préserver mon look que pour éviter la désinhibition de l'alcool. Je cherche. Maquer sur le gossip. C'est bon. Bientôt nous saurons. Les comportements virils qui vont avec, coucher avec n'importe qui,
prendre le voisin par l'épaule, faire du bruit, rire trop fort. J'ai réintégré ma catégorie, telle que pensée dans mon nouveau milieu. Porter du rose et des bracelets brillants. Imaginez les temps, ils ont pas le même âge. Je pense pas trop, je pense que les gens du jardin est un peu plus jeune. Philippe Manœuvre. Salut, c'est Philippe Manœuvre. Ah, l'enfer. L'enfer. Chaud. Elle a fait son coming out lesbien après. Bah ouais, bah je comprends, ouais. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez de cet enregistrement des Stones de 82? Mais ta gueule, Philippe. Ta gueule, Philippe. Où sont les emotes quand on en a besoin? J'avoue, c'est vrai. Ah la vache. Elle voulait juste le voir sans lunettes de soleil. C'est vrai, c'est possible. Il doit avoir des petits yeux de bite. Il doit avoir des tout petits yeux. C'est des yeux qui voient jamais le jour, hein, donc clairement... Putain, mais chaud, quoi. Oui, Shabba et Ophélie Winter, ça c'est connu, ouais, effectivement. Mais je savais pas Virginie Despentes et Philippe Manœuvre, quoi. Bon, bref, donc du coup, voilà. Porter du rose et des bracelets brillants. J'ai vraiment fait de mon mieux pour passer plus inaperçu. Ça n'a pas été neutre, c'était un affaiblissement consenti. Heureusement, il y a Courtney Love, en particulier. Et le punk rock en général. Une tendance à aimer le conflit. Je m'en fais une santé mentale dans mon ombre de blonde. Le monstre en moi ne lâche pas l'affaire. Je me fais plaquer, j'ai pas d'enfant. J'en crève le jour de mes 35 ans. Ah, il a largué en plus. Non seulement, elle s'est tapé Philippe Manœuvre, mais en plus il l'a largué, quoi. Ah là là, le chien de la casse. Sans trop savoir au juste si je souhaite encore une preuve à brandir au monde, que je suis une femme comme une autre, avec tout ce qu'on m'a répété, vous haïssez donc tous les hommes. J'ai voulu prouver le contraire. Quelle drôle d'idée. Tâcher de prouver que je suis une femme aimable, qui fait même des enfants, comme prescrit dans la presse. Mais on a la vie qu'on doit avoir, car tout ça ne marche pas très fort pour moi. Je ne suis pas douce. Je ne suis pas aimable. Je ne suis pas une bourge. J'ai été montée d'hormones qui me font comme des fulgurances d'agressivité. Si je ne venais pas du punk rock, j'aurais honte de ce que je suis. Pas foutu de convenir à ce point-là. Mais je viens du punk rock et je suis fière de pas très bien y arriver. Bien dit. Enfin, une merde jusqu'au bout, oui, bon. Enfin, après, en vrai, il l'a largué comme on se sépare des gens, quoi. Hein. C'est pas parce qu'on largue qu'on est forcément une horrible personne. Hein, on sait pas comment ça s'est... on sait pas comment ça s'est fait. Mais partons du principe qu'une rupture n'est pas forcément une violence ni un échec. Et elle, de reciter Virginia Woolf, le premier devoir d'une femme écrivain, c'est de tuer l'ange du foyer. Il y a peut-être ce décalage d'utilisation de certains langages pour l'époque. Il y a certains sens et perceptions qui ont glissé depuis. Ce qui n'empêche pas de souligner d'y penser. Après une lecture avec Béatrice Dalle, elles en avaient parlé pendant une question-réponse. Ah oui, bien sûr. Alors, en vrai, Ersatz, on peut aussi juste ne pas être d'accord. Je pense pas que ce soit forcément une question de glissage et de décalage. Il y a quand même des notions qu'elle défend avec lesquelles je suis pas toujours trop d'accord. En grande partie, quand même, dans ce bouquin, je suis assez d'accord. Bon, après, en plus, lecture avec Béatrice Dalle, Bon, en plus là, ça vieillit assez mal vu les récentes sorties de Béatrice Dalle sur Tariq Ramadan, mais je suis pas sûre que ce soit la personne avec qui il y aura le plus de remises en question. Mais ouais, Dalle n'est pas une référence. Après, en vrai, il n'y a pas forcément à chercher une explication spécifique. On peut être d'accord et pas d'accord en même temps. C'est vraiment... c'est pas un problème et c'est même plutôt sain, quoi, de savoir dire là je suis pas d'accord sur cette espèce de hyper ciblage sur la virilité. Maintenant, oui, on peut entendre que c'est des considérations qui sont aussi différentes à l'époque et tout, machin, mais bon, j'ai quand même assez peu de difficultés à imaginer qu'il y a bien des points sur lesquels je suis pas du tout d'accord avec Virginie Despentes, quoi. C'est même plutôt attendu, quoi.
Béatrice, pas la dernière pour la grosse déconne. Ben, pas la dernière pour la merde aussi. Hein. C'est vrai que... Voilà. Dernier chapitre qui s'appelle « Salut les filles ». Écoutez, voilà, on aura bien... On est bien, on est bon. Sur Internet, je tombe par hasard sur une lettre signée Antonin Artaud. Une lettre de rupture, d'éloignement en tous les cas, adressée à une femme qu'il déclare ne pouvoir aimer. J'entends bien que, dans le détail, son affaire doit être compliquée. Mais à l'arrivée, ça donne ça. J'ai besoin d'une femme qui soit uniquement à moi et que je puisse trouver chez moi à toute heure. Je suis désespérée de solitude. Je ne peux plus rentrer le soir dans une chambre, seule, et sans aucune des facilités de la vie à portée de ma main. Il me faut un intérieur, il me faut tout de suite, et une femme qui s'occupe sans cesse de moi pour les plus petites choses. Une artiste comme toi a sa vie et ne peut pas faire cela. Tout ce que je te dis est d'un égoïsme féroce, mais c'est ainsi. Il ne m'est même pas nécessaire que cette femme soit très jolie. Je ne veux pas non plus qu'elle soit d'une intelligence excessive, ni surtout qu'elle réfléchisse trop. Il me suffit qu'elle soit attachée à moi. Ça, c'est effectivement le cas de pas mal de mecs. Depuis petite, depuis Goldorak et Candy, qui passaient à la suite, à la sortie de l'école, j'ai la passion d'inverser, juste pour voir. J'ai besoin d'un homme qui soit uniquement à moi et que je puisse trouver chez moi à toute heure. Ça sonne tout de suite différemment. L'homme n'est pas là pour rester à la maison, ni pour être possédé. Quand bien même j'aurais besoin ou envie d'un homme qui serait uniquement à moi, tout me conseille de modérer mes ardeurs et au contraire, d'être entièrement à lui. C'était pas la même chanson. Y a personne alentour qui soit politiquement assigné à sacrifier sa vie pour adoucir la mienne. Ça n'est pas réciproque comme rapport d'utilité. De la même façon que je ne pourrais jamais écrire, en toute bonne foi égoïste, il me faut un intérieur, tout de suite, et un homme qui s'occupe sans cesse de moi, pour les plus petites choses. C'est vrai que c'est marrant, en fait. Le gender bend. C'est un peu marrant quand t'es là, genre... Et comment ça se fait qu'on a intégré ça, quoi? Si jamais je rencontre pareil homme, parce que j'aurai les moyens de c'est que j'aurai les moyens de le salarier. Il n'est même pas nécessaire que cet homme soit très mignon. Je ne veux pas non plus qu'il soit d'une intelligence excessive, ni surtout qu'il réfléchisse trop. Il me suffit qu'il soit attaché à moi. Ma puissance ne reposera jamais sur l'inféodation de l'autre moitié de l'humanité. Un être humain sur deux n'a pas été mis au monde pour m'obéir, s'occuper de mon intérieur, élever mes enfants, me plaire, me distraire, me rassurer sur la puissance de mon intelligence, me procurer le repos après la bataille, s'appliquer à bien me nourrir. Tant mieux. Un himbo, c'est ça, hein, vraiment. Dans la littérature féminine, les exemples d'effronterie ou d'hostilité contre les hommes sont rarissimes, censurés. Moi, je suis de ce sexe-là, qui n'a même pas le droit de mal le prendre. Colette, Duras, Beauvoir, Yourcenar, Sagan, toute une histoire de femmes auteurs qui toutes prennent soin de montrer patte blanche, de rassurer les hommes, de s'excuser, d'écrire en répétant combien elles les aiment, les respectent, les chérissent, et ne veulent surtout pas, quoi qu'elles écrivent, trop foutre le bordel. On sait toutes que sinon, la meute s'occupera soigneusement de ton cas. 1948, Antonin Artaud meurt. Genet, bataille, Breton. Les hommes font exploser les limites du disciple. Violette Leduc entreprend la rédaction de ce qui viendra Thérèse et Isabelle, texte magistral. Beauvoir, à sa lecture, écrit immédiatement, quant à publier ça, impossible. C'est une histoire de sexualité lesbienne aussi crue que du Genet. Violette Leduc édulcore le texte, que Conneau refuse aussitôt. Impossible à publier ouvertement. Il faut attendre 1966 pour que Gallimard l'édite. Moi, je suis de ce sexe-là, celui qui doit se taire, qu'on fait taire, qui doit le prendre avec courtoisie, encore montrer patte blanche, sinon c'est l'effacement. Les hommes savent pour nous ce que nous pouvons dire de nous, et les femmes, si elles veulent survivre, doivent apprendre à comprendre l'ordre. Qu'on ne vienne pas me raconter que les choses ont tant évolué, qu'on est passé à autre chose, pas à moi. Ce que je supporte en tant qu'écrivain femme, c'est 2 fois ce qu'un homme supporte. Simone de Beauvoir, qui commence les lettres au castor par cette première lettre que lui écrit Sartre. « Voulez-vous être assez bonne pour donner mon linge, tiroir inférieur de l'armoire, à la blanchisseuse ce matin ? J'ai laissé la clé sur la porte. Je vous aime tendrement, mon amour. Vous avez une petite tête charmante hier en disant « Ah, vous m'aviez regardé, vous m'aviez regardé !» Quand j'y pense, mon cœur se fend de tendresse. Au revoir, petit bon. Qu'on inverse le tout.
et le linge, et la petite tête charmante. On comprend mieux de quel sexe on est. Celui du linge sale des autres et des petites têtes charmantes. Petit bon, ouais. Petit bon avec un B majuscule. Au revoir, petit bon. Petite tête charmante, ouais. Ouais. Ouais, en plus, il y a ce truc un peu de... On dirait qu'il parle à une enfant, quoi. En tant qu'écrivain, le politique s'organise pour me ralentir, me handicaper. Pas en tant qu'individu, mais bien en tant que femelle. Ce n'est pas quelque chose que je prends avec grâce, philosophie ou pragmatisme. Puisque ça m'est imposé, je fais avec. Je le fais avec colère, sans humour. Même si je baisse la tête et entends tout ce que je ne veux pas entendre, et me tais parce que je n'ai pas d'alternative. Je n'ai pas l'intention de m'excuser de ce qui m'est imposé, ni de prétendre trouver ça formidable. Je laisse ce genre de mots à Pogno, mais bizarrement, il se passe rien niveau linge. Parce que tu lui laisses pas la clé non plus. Bon, bah voilà, tu mets pas les chances de ton côté. Angela Davis, évoquant l'esclave noire américaine, elle avait appris par le travail que son potentiel de femme était équivalent à celui d'un homme. Le sexe faible, ça a toujours été une plaisanterie. Petit bon, c'était le jardinier de mes grands-parents. Bah écoute, il y a peut-être un truc. Hein. Les femmes noires qu'on voit remuer les fesses avec une troublante efficacité dans les clips de 50 Cent. Dans les clips 50 Cent, quoi, il manque un truc. On peut nourrir à leur endroit toute la condescendance qu'on veut, en les plaignant de ce qu'elles se font utiliser comme des femmes dégradées. Elles sont les filles d'esclaves, elles ont travaillé comme des hommes, ont été fouettées comme des hommes. Angela Davis. Mais les femmes n'étaient pas seulement fouettées et mutilées, elles étaient aussi violées, engrossées de force et laissées seules pour élever des enfants. Et elles ont survécu. Ce que les femmes ont traversé, c'est non seulement l'histoire des hommes, comme les hommes, mais encore leur oppression spécifique. Les fameux clips 50 Cent. Oui, c'est-à-dire que... Pour préciser, parce que c'est pas clair. D'une violence inouïe, d'où cette proposition simple. Allez tous vous faire enculer, avec votre condescendance à notre endroit, vos singeries de force garanties par le collectif, de protection ponctuelle ou vos manipulations de victimes, pour qui l'émancipation féminine serait difficile à supporter. Ce qui est difficile, c'est encore d'être une femme et d'endurer toutes vos conneries. Les avantages que vous tirez de notre oppression sont en définitive piégés. Quand vous défendez vos prérogatives de mâle, vous êtes comme des domestiques de grands hôtels qui se prennent pour les propriétaires des lieux, des larbins arrogants, et c'est tout. Quand le monde capitaliste s'écroule et ne peut subvenir aux besoins des hommes, plus de travail, plus de dignité dans le travail, absurdité et cruauté des contraintes économiques, vexation administrative, humiliation bureaucratique, certitude de se faire arnaquer dès qu'on veut acheter quelque chose, nous sommes encore tenus pour responsables. C'est notre libération qui les rend malheureux. C'est pas le système politique mis en place qui est fautif, c'est l'émancipation des femmes. Vouloir être un homme ? Je suis mieux que ça. Je m'en fous du pénis. Je m'en fous de la barbe et de la testostérone. J'ai tout ce qu'il me faut en agressivité et en courage. Mais bien sûr que je veux tout, comme un homme, dans un monde d'hommes. Je veux défier la loi, frontalement. Pas de billets, pas en m'excusant. Je veux obtenir tout ce qui m'était promis au départ. Je ne veux pas qu'on me fasse taire. Je ne veux pas qu'on m'explique ce que je peux faire. Je ne veux pas qu'on m'ouvre les chairs pour me faire gonfler la poitrine. Je ne veux pas avoir un corps de fillette longiligne alors que j'approche de la quarantaine. Je ne veux pas fuir le conflit pour ne pas dévaloriser ma force et risquer de perdre ma féminité. Une otage est libérée. À la radio, elle déclare « J'ai enfin pu m'épiler, me parfumer, je retrouve ma féminité. » C'est en tout cas l'extrait qu'ils choisissent de passer. Elle ne veut pas sortir en ville voir ses amis, lire les journaux. Elle veut s'épiler. C'est son droit le plus strict. Et qu'on ne vienne pas de me demander de trouver ça normal. Monique Wittig, elle cite Monique Wittig, aujourd'hui, nous voilà pris au piège dans l'impasse familière du « c'est merveilleux d'être une femme ». Volontiers énoncé par des hommes et relayé par les collaboratrices, toujours promptes à défendre les intérêts du maître. Ce que les hommes d'âge mûr aiment à nous dire de nous, qui taisent la fin logique de leur « c'est merveilleux d'être une femme », jeune, mince, en mesure de plaire aux hommes. Sinon, ça n'a rien de merveilleux. C'est juste 2 fois plus aliénant. Ils aiment parler des femmes, les hommes. Ça leur évite de parler d'eux. Comment explique-t-on qu'en 30 ans, aucun homme n'a produit le moindre texte novateur concernant la masculinité ?
Eux qui sont si bavards et si compétents quand il s'agit de pérorer sur les femmes. Pourquoi ce silence sur ce qui les concerne? Car on sait que plus ils parlent, moins ils disent de l'essentiel, de ce qu'ils ont vraiment en tête. Ils veulent qu'on parle d'eux à notre tour peut-être. Par exemple, ils veulent s'entendre dire à quoi ça ressemble, vu de l'extérieur, leur viol collectif. On dirait qu'ils veulent se voir baiser, se regarder les bites les uns les autres, être ensemble en train de bander. On dirait qu'ils ont envie de se la mettre. On dirait qu'ils ont peur de s'avouer que ce dont ils ont vraiment envie, c'est de baiser les uns avec les autres. Les hommes aiment les hommes. Ils nous expliquent tout le temps combien ils aiment les femmes, mais on sait tous qu'ils nous bobardent. Ils s'aiment entre eux. Ils se baisent à travers les femmes. Beaucoup d'entre eux pensent déjà aux potes quand ils sont dans une chatte. C'est perturbant de... Voilà. Ils se regardent au cinéma. Ils se donnent le beau rôle. Ils se trouvent puissants, fanfaronnent. N'en reviennent pas d'être aussi forts, beaux et courageux. Ils écrivent les uns pour les autres. Ils se congratulent, ils se soutiennent. Ils ont raison. Mais à force de les entendre se plaindre que les femmes ne baisent pas assez, n'aiment pas le sexe comme il faudrait, ne comprennent jamais rien, on ne peut s'empêcher de se demander « Qu'est-ce qu'ils attendent pour s'enculer? Allez-y! Si ça peut vous rendre plus souriant, c'est que c'est bien !» Mais parmi les choses qu'on leur a correctement inculquées... parce que bon... on pourra lire du Motic Wittig. Oui, bien sûr! Absolument, ouais, tout à fait. C'est vrai que moi j'en ai jamais lu non plus, je me suis dit ah tiens ça pourrait être pas mal, mais je sais pas en termes de longueur des textes et tout. Bon, j'utilise les mots qui sont dans le bouquin, vous vous doutez bien que ça n'est pas dans ma bouche. Déjà enculé c'est quand même voilà, mais donc voilà, il y a la peur d'être pédé, l'obligation d'aimer les femmes. Alors il file droit, il renacle mais obéissent. Au passage il torgnole une fille ou deux, furieux de devoir faire avec. Effectivement, là, elle le dit beaucoup. On sent qu'elle est... ouais. Ça, c'est pareil. Ça fait aussi beaucoup écho à ce qui est dit maintenant sur justement les mascus, en fait. Et notamment... pas mal de choses qui sont faites, genre par exemple, tu sais, des mecs qui font des sondages sur Twitter en mode quel mec vous préférez, il y en a un qui est hyper baraqué, hyper gonflette et tout machin, et il y en a un autre qui est juste un physique plus normal, de mec qui va pas à la salle 3 fois par jour. Et toutes les meufs ont dit qu'elles préféraient le mec qui avait un physique plus normal. Enfin, normal, bon, enfin, vous voyez quoi. Et donc le mec disait que les meufs mentaient. Qu'on sentait qu'il était perturbé. Alors qu'en fait, ils cherchent tous à se plaire entre eux, quoi, effectivement. Et là, je suis assez d'accord, effectivement, qu'il y a un peu ce truc de se regarder, etc. et tout, quoi. Ça me fait penser aux comparaisons de photos de gars... Ah bah oui, c'est ça, Kitty. Alors, voilà, allez, regardez le neurone est avec Kitty et moi. Mais effectivement, il y a vraiment ce truc... En fait, ils font ça. Mais c'est surtout que les mascus et les incels et tout, au bout d'un moment, ils sont vraiment en train de défendre le fait que de toute façon, toutes les meufs sont des connasses, qu'il faut certainement pas sortir avec parce que de toute façon, c'est un piège, etc. et tout machin. Donc au bout d'un moment, bon bah... Et tu sais, enfin... Là, maintenant, on a poussé un peu l'absurdité des mascus où ils disent que c'est gay de sortir avec une meuf. Du coup, t'es là genre... Pff, les gars, vous êtes perdus, quoi. Enfin là, parce que... Bah ouais. Parce que c'est faible, en fait, quoi. Ouais. Imagine, t'as des sentiments, en plus, c'est dégueulasse, quoi. Ouais, voilà. C'est absurde. De toute façon, c'est pas fait pour être cohérent, ni viable, cette théorie, quoi. C'est vrai que c'est complètement con, quoi. Enfin, c'est vraiment l'escalade, quoi. Je suis pas en mesure de vous expliquer plus, hein. Vraiment, hein. Donc voilà, furieux de devoir faire avec, en effet. Il y a eu une révolution féministe, des paroles se sont articulées, en dépit de la bienséance, en dépit des hostilités. Ça continue d'affluer, mais pour l'instant, rien concernant la masculinité. Silence épouvanté des petits garçons fragiles. Ça commence à bien faire, le sexe prétendument fort, qu'il faut sans arrêt protéger, rassurer, soigner, ménager, qu'il faut défendre de la vérité, que les femmes sont des lascars comme les autres, et les hommes des putes et des mères, tous dans la même confusion.
Il y a des hommes plutôt faits pour la cueillette, la décoration d'intérieur et les enfants au parc, et des femmes bâties pour aller trépaner le mammouth, faire du bruit et des embuscades. C'est chacun son terrain. L'éternel féminin est une énorme plaisanterie. On dirait que la vie des hommes dépend du maintien du mensonge. Femme fatale, bunny girl, infirmière, lolita, pute, mère bienveillante ou castratrice. Du cinéma tout ça. Mise en scène des signes et précision des costumes. On sera sûr de quoi comme ça? On ne sait pas exactement ce qu'ils craignent si les archétypes construits de toutes pièces s'effondrent. Les putes sont des individus lambda, les mères ne sont intrinsèquement ni bonnes, ni courageuses, ni aimantes. Pareil pour les pères, ça dépend des gens, des situations, des moments. Ça, je suis assez d'accord, effectivement. Je suis tombée sur un réel Insta, les joies de l'algo, d'un influenceur muscu qui disait « Ne commencez pas la muscu pour plaire aux femmes, c'est juste pour nous. Voilà, les femmes préfèrent les corps normaux, contrairement à ce que vous racontent les Thibaut. » Ok. J'étais agréablement surpris. Sa chaîne était plutôt grosse. Bah oui, après, ouais, commencez pas la muscu pour plaire, quoi. Déjà aussi, de toute façon, faut arrêter de faire des trucs pour plaire aux gens. Fatigant, quoi. Et coucou Eva. S'affranchir du machisme, ce piège à con, ne rassurant que les maboules. Admettre qu'on s'en tape de respecter les règles des répartitions des qualités. Système de mascarade obligatoire. De quelle autonomie les hommes ont-ils peur De quelle autonomie les hommes ont-ils peur s'ils continuent de se taire, de ne rien inventer, de ne produire aucun discours neuf, critique, inventif sur leurs propres conditions? À quand l'émancipation masculine? À eux, à vous, de prendre votre indépendance. Oui, mais quand on est doux, les femmes préfèrent les brutes, gênent les anciens favoris. C'est faux. Certaines femmes aiment la puissance, ne la craignent pas chez les autres. La puissance n'est pas une brutalité. Les deux notions sont bien distinctes. Lémi, Cantona, Breya, Pam Grier, Hank Bukowski, Camille Paglia, De Niro, Tony Montana, Joe Star, Angela Davis, Etta James, Tina Turner, Mohamed Ali, Christina Rochefort, Henry Rollins, Amélie Mauresmo, Madonna, Courtenay, Lydia Lunch, Louise Michel, Marguerite Duras, Clint, Jean Genet. Question d'attitude, de courage, d'insoumission. Il y a une forme de force qui n'est ni masculine ni féminine, qui impressionne, affole, rassure. Une faculté de dire non, d'imposer ses vues, de ne pas se dérober. Je m'en tape que les héros portent une jupe et des gros nibards, ou qu'ils bondent comme un cerf et fument le cigare. Bien sûr que c'est pénible d'être une femme. Peur, contrainte, impératif de silence, rappel à un ordre qui a fait long feu, festival de l'imitation imbécile et stérile. Toujours des étrangères qui doivent se taper le sale boulot et fournir la matière première en faisant profil bas. Mais à côté de ce que c'est, être un homme, ça ressemble à une rigolade. Car finalement, nous ne sommes pas les plus terrorisés, ni les plus désarmés, ni les plus entravés. Le sexe de l'endurance, du courage, de la résistance a toujours été le nôtre. Pas qu'on ait eu le choix de toute façon. Le vrai courage, se confronter à ce qui est neuf, possible, meilleur. Échec du travail, échec de la famille, bonne nouvelle. Qui remettent en cause automatiquement la virilité. Autre bonne nouvelle, on en a soupé de ces conneries. Le féminisme est une révolution. Pas un réaménagement des consignes marketing, pas une vague promotion de la fellation ou de l'échangisme. Il n'est pas seulement question d'améliorer les salaires d'appoint. Le féminisme est une aventure collective, pour les femmes, pour les hommes et pour les autres. Une révolution bien en marche, une vision du monde, un choix. Il ne s'agit pas d'opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis des hommes, mais bien de tout foutre en l'air. Sur ce, salut les filles, et meilleure route. Voilà. Bah écoutez, une relecture sincèrement qui fait plaisir. Il y a des trucs qui, de toute façon, effectivement, n'ont pas bien vieilli de fait de l'évolution de la saucisse. Mais il y a quand même pas mal de trucs avec lesquels je suis d'accord. Ouais, c'était cool et intense. Hein. Il y a vraiment des trucs qui sont... Bon, on s'y attendait, c'est ça. De toute façon, oui. Pas si pire, hein. Vraiment pas si pire. Non. Parce que je trouve que la plupart des trucs qui ont pas bien vieilli sont des trucs que de toute façon, elle aurait pas pu prédire il y a 20 ans, tu vois. Enfin, dans la question des masculinités, d'ailleurs, bon, il y a quand même maintenant un peu plus de questionnement autour de la masculinité. Je trouve que c'est pas tant que ça dans son jus, quoi. Ouais, ça reste une lecture vraiment importante. Je suis vraiment contente de l'avoir relue avec vous.
Et je suis contente de l'avoir rendu accessible à celles et ceux qui se sentaient pas trop de le lire de leur côté. Mais vraiment, moi je pense que, et c'est à l'époque aussi ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est vraiment la comparaison entre le contrat marital et le contrat prostitutionnel. Et c'est quand même finalement un peu l'idée qu'elle développe tout au long du livre. Parce que c'est vraiment ce truc de pourquoi est-ce qu'on est exploité à ce point et pourquoi on devrait accepter d'être exploité à ce point, quoi. Et tout ça par le prisme, effectivement, de la comparaison avec la prostitution, moi j'avais trouvé ça hyper intéressant. Même si, bien sûr, qu'il y a des choses à redire, etc. et tout, mais malgré tout, moi j'étais en mode waouh, j'avoue. J'avoue. Il faudrait surtout pas que les putes bossent dans des bonnes conditions. Parce qu'elles se font de l'argent avec un truc que normalement on essaye de faire subir aux meufs gratos. Et ouais, j'étais là, waouh. Je me rappelle à l'époque, et c'est là en le réalisant, c'est pareil, tu vois, les mêmes notions viennent à moi, quoi. Après, effectivement, tout l'accent sur la virilité me parle vraiment beaucoup moins. Mais ici, sur le début du chapitre King Kong Girl, je suis très d'accord aussi sur le côté d'être toujours ramené au fait d'être une meuf. Ça, j'en avais parlé quand j'avais participé au podcast Évistérique. Le podcast qui donnait la parole aux personnes minorisées dans les scènes de musique extrême. Et où j'avais dit que moi, j'en pouvais plus d'être toujours ramenée au fait que j'étais une meuf qui fait de la musique. Une meuf qui écoute des styles de musique extrême, etc. Et j'en pouvais plus, en fait, et que des fois, j'aspirais à ce qu'on prenne mon avis et mon ressenti de façon bien plus neutre que ça. Alors même que je suis très contente d'être une meuf, que j'ai vraiment pas du tout de questionnement sur mon genre, mais que des fois, j'avais vraiment... Merci Kat pour ton raid. J'avais vraiment cette fatigue, en fait, d'être toujours ramenée au prisme du genre, en fait, quoi, tu vois ? De toujours... Vous arrivez, on vient de finir la lecture de King Kong Theory. C'était super bien. J'espère que ton live s'est bien passé, Kat. Qu'est-ce que tu faisais ? J'ai pas eu le temps de voir. On vient juste de finir la lecture et on discute, mais il y a encore des choses qui se passent après. Mais tu vas aller manger, là, toi, Kat, je pense, j'imagine. Coucou notre Craig, coucou Litsen. Et donc voilà, et donc effectivement que ce soit toujours vu par le prisme de une meuf, bon voilà quoi, au bout d'un moment casse les couilles, de temps en temps on a envie de faire une pause un peu quoi. Ah, réact vidéo sur le logement. Ok, voilà, crise du logement, voilà, merde. Hein. C'est la merde. Hein. Voilà, de toute façon bon, voilà. Est-ce qu'il y a vraiment un domaine dans lequel on peut dire tiens là ça va mieux? Mais non mais va dîner, mais évidemment. Mais désolé de rien du tout, enfin voyons quelle idée. Donc une lecture clairement transformatrice, on peut le dire. C'est vrai que je pense que si je le lisais pour la première fois maintenant, il le serait peut-être un peu moins. Parce que quand je l'ai lu il y a un peu plus de 10 ans, j'en étais pas là dans mon cheminement féministe, quoi, donc... Première son de Kitty, on l'a mis en PLS. T'inquiète. Ici, Kitty est embrassée, mais tu sais, genre, pas avec des bisous, mais juste comme ça. Oh. T'as peut-être vu dans mes stories, Kitty, d'ailleurs, que j'avais encadré le No Great Men, Only Great Many. Et ça me fait trop plaisir de le voir. Je suis trop heureuse. D'ailleurs, j'ai réussi aussi à planir les cartes postales. En les humectant, comme prévu. Donc vraiment énorme cerveau. Coucou Laure. Ah, c'était bien cool à relire, voilà. Oui, alors ça, c'est direct. C'est vraiment direct. Ouais. Non, mais j'avais mis... je mettrai une... Si tu veux, je remettrai une photo sur le Discord de Kitty, parce que j'avais juste mis en story, mais... Des bisous, Kat, bonne app. Mais ouais, je suis en train de me demander si je vais pas le mettre au-dessus de mon miroir. J'ai envie de le voir tout le temps. Ça me fait trop... Je suis vraiment trop contente. Donc je vais voir. Il faut que je chope d'autres cadres de toute façon pour encadrer tout le reste, parce qu'il y a vraiment des trucs que j'ai envie d'avoir sous les yeux en permanence. Donc non, vraiment très très bien.
Et alors, Monique Wittig, oui, Tig. Mais y a-t-il des trucs qui sont d'une durée, d'une longueur... Ah, la pensée straight, il fait que 127 pages en fait. Ah non, mais Kitty, vraiment, un plaisir, un bonheur. Ah ouais, c'est pas long en fait. Bah écoutez, est-ce qu'il y a du Monique Wittig dans ma bibliothèque? Tiens, on va regarder. Ah ouais, parce que moi, du coup, je suis super saucée, hein. La pensée straight. Ici, 153 pages réservez ce document. Allez. J'ai soumis une réservation. Trop bien. Donc là, résumé, Monique Wittig, l'une des fondatrices du mouvement de la libération des femmes, propose une analyse politique de l'hétérosexualité. Elle étudie l'aspect fondateur de la neutralité supposée de l'hétérosexualité au sein des structures de pensée, dans un souci de dépasser les catégories hommes-femmes normatives et aliénantes. Putain, ça va être hyper bien. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Donc je l'ai réservé. Je sais pas trop quand est-ce qu'il arrivera. Enfin, quand est-ce qu'il sera dispo. Attends. Réservé? Oui, retour. Ah oui. Le 23-4. Ah oui, d'accord. Ok, bon. Ouais, j'avais... la grande verdure... Ah oui, si, la grande verdure, Spookyzy. C'était pas celui-là que t'avais conseillé? Je l'avais réservé aussi, j'avais complètement oublié. Donc, super saucé. A priori, le bouquin de Monique Wittig arrivera avant. Mais le 14, a priori, il revient le 14. Eh ben, je suis trop contente. Ça va être bien de lire du Monique Wittig. Sachant que prochaine lecture, c'était La chair et Tristellas de Vidi. Bon, bah, ça va être un sacré ride aussi. Hein. Là, je peux vous dire que moi, j'étais d'accord avec absolument tout. Pas compliqué. Ça va être super. Préparez-vous. Accrochez-vous à vos slips parce que là, ça déconne zéro. Hein. Non, ouais, très très bien. Super. Vraiment très bien. Ouais, c'est un ride, vraiment. Franchement, ouais, mais très, vraiment super. Vraiment très 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 bien. Ça va être très cool à relire avec vous en plus. Bah, tu vois, Mac, bon, bah, trop bien. Alors, donc, du coup, maintenant, c'est bon, on peut mettre qu'on a fini de lire. Pardon. Pour les personnes qui sont sur pas Letterboxd, sur Storygraph. Mark has finished. Yes. The book is finished. Absolutely. Je l'avais vue en conférence, elle est passionnante, j'en doute pas. J'ai jamais eu l'occasion de la voir en conférence, mais j'aimerais beaucoup parce que je pense que ça doit être effectivement un plaisir. Donc voilà, donc écoutez, on a de quoi lire. Mais je suis vraiment contente pour Monique Wittig, c'était vraiment une super bonne suggestion, Nelly, parce que je pensais que ces bouquins étaient plus longs, plus lourds, plus vastes, plus... Voilà. Et en fait, non. Donc vous voyez, là, c'est bien, on lit plein de meufs, en plus, super intéressantes. Entre Virginia Woolf, Bell Hooks, Virginie Despentes, Ovidie et Monique Wittig.